Bienvenue. Alors, imaginez cette scène. C'est assez classique aujourd'hui. Un appel visio, une ESN d'un côté, un grand groupe bancaire de l'autre. Et là, l'acheteur met la pression. Ah oui, le coup classique. Voilà. Il dit vous êtes 20% plus cher que les 4 autres offres, sans un geste, un vrai geste, ça passera pas. Carrément. Direct. Et le directeur de mission de l'ESN, lui, il reste calme, il hoche la tête, et il attend. Intéressant. Il a une idée derrière la tête, j'imagine. Exactement. Parce qu'il connaît bien son dossier. La loi sur la mobilité européenne, les frais sociaux pour les profils détachés, et surtout, il sait un truc clé. Ah oui? Quoi donc? Son ESN est la seule, localement, à avoir la certification ISO 27001. Et pour ce client, c'est indispensable. D'accord. Donc, l'apparence d'être en position de faiblesse, C'est juste une apparence, le rapport de force réel, celui basé sur les faits, il est différent. et c'est pile ça qu'on va creuser aujourd'hui. Comprendre ce fameux rapport de force. Comment on l'analyse, lucidement, quels sont les leviers, Oui, comment on l'évalue sans paniquer sous la pression? c'est ça. Et surtout, comment on s'en sert. Même quand on a l'impression de partir perdant. En faire un avantage stratégique, quoi. Bon, alors, allons-y. Ce rapport de force, si on devait le définir simplement, Pour faire simple, c'est le pouvoir qu'une partie a sur l'autre. d'accord. Et vice-versa, bien sûr. C'est réciproque. Et ça repose pas sur du vent, hein. C'est concret. Il y a plusieurs facteurs clés. Lesquels, par exemple? Le temps, d'abord. Est-ce qu'il joue pour nous ou contre nous? Ça, c'est crucial. Si un DSI a une migration urgente avant une date butoir, Là, le temps joue contre lui. Et donc, potentiellement pour l'ESN qui peut répondre vite, logique. voilà. Ensuite, les moyens. Le budget, les ressources. Humaines, techniques. Mhm, Un acheteur qui doit absolument claquer son budget avant la fin du trimestre, il sera peut-être plus souple sur autre chose. je vois. Temps, moyen, et le troisième. Le statut, on pourrait dire, ou le pouvoir institutionnel. Être le seul sur un marché, ou avoir une certification que personne d'autre n'a, comme notre ESN avec l'ISO 27001. Ça crée une barrière, en fait. Exactement, un avantage direct. Et le quatrième levier, souvent sous-estimé, L'information. bingo, l'info. Savoir quelque chose que l'autre ignore, sur ses propres contraintes, ses coûts réels, le contexte, ça peut tout changer. D'accord. Et il faut jamais oublier, ce rapport de force, il bouge tout le temps. Il est dynamique. On peut croire être en difficulté, et en fait, non. Exactement. Une analyse plus fine montre des coûts cachés chez les concurrents, des charges sociales imprévues pour des profils étrangers, une réglementation qui les disqualifie, et hop, la balance inverse. C'est là qu'on peut se planter, en se laissant submerger par l'émotion, la pression. Ah oui, l'erreur classique. On analyse avec ses tripes, pas avec sa tête. L'exemple du patron de la boîte d'intérim dans les sources était parlant. Tout à fait, il se sentait acculé, prêt à tout lâcher face à des concurrents étrangers soi-disant moins chers. Alors qu'en fait, en analysant froidement, il avait quasiment un monopole sur son créneau en France. Et les coûts réels pour le client, avec les taxes sur la main-d'œuvre étrangère, rendaient les concurrents plus chers. Sa perception était complètement faussée par Complètement. la peur de perdre le contrat. Mais comment on fait concrètement pour analyser ça objectivement quand on est en plein dedans, sous pression? C'est pas si simple, hein. Non, c'est un vrai défi. La méthode, c'est de se forcer à lister les faits. Pour chaque levier, temps, moyen, statut, info, concurrence, on note favorable, neutre ou défavorable. Et on se base sur quoi pour noter? Pas juste une impression, Surtout pas. sur des preuves. Un texte de loi, un délai écrit dans un contrat, un budget officiel, une certif vérifiable. Pour notre ESN de départ, temps égale favorable, deadline client, moyen égale neutre, statut concurrence très favorable, seul certifié, info, avantage, connaissance des coûts cachés. Vu comme ça, le rapport de force est bien meilleur qu'il n'y paraît au premier abord. Exactement. L'analyse factuelle change tout. Ok. Et une fois qu'on a cette carte objective, comment on adapte sa stratégie de négo? Alors, si l'analyse montre qu'on est en position de force, là on a plus de liberté. On peut poser ses conditions, tenir ses prix, maîtriser le tempo, demander des contreparties. D'accord, ça donne de l'air. Mais si au contraire, l'analyse objective montre qu'on est plutôt en faiblesse, on fait quoi pour pas juste subir? Là, l'objectif, c'est de rééquilibrer. Faut chercher à restaurer l'équilibre. Plusieurs options. Gagner du temps pour chercher plus d'infos. Mhm. Éviter l'affrontement direct, chercher des alliés. Ou alors introduire une nouvelle variable. Quelque chose qui nous avantage et que l'autre n'avait pas vu. Comme? Une garantie de résultat plus forte, une clause de réversibilité béton, ou justement mettre en avant cette fameuse certification unique, montrer sa valeur ajoutée. Et parfois, simplement, attendre. Attendre? Comme dans l'exemple de l'intérim.
Face à l'ultimatum, alignez-vous ou on arrête, le dirigeant n'a pas rappelé tout de suite. C'était risqué ça, non? Ça peut sembler risqué si on ignore le vrai rapport de force. Mais lui, il savait qu'il avait un avantage caché. Son monopole de fait, le coût réel des autres. Donc attendre, c'était calculé. C'était la bonne stratégie, oui. Ne pas céder à la pression du temps. Et d'ailleurs, le lendemain, c'est le client qui a rappelé. La pression avait changé de camp. L'analyse justifiait le risque. Ce qui nous amène au dernier point NIF. Parfois, le rapport de force est tellement déséquilibré qu'il n'y a même pas de négociation possible. La négociabilité, comme vous disiez. Absolument. Si l'écart est trop grand et qu'on n'a aucun levier pour le réduire, on ne peut pas négocier. L'exemple de l'immobilier est bon. Vouloir acheter à 200K € un truc qui en vaut 400K € avec 50 autres acheteurs au taquet, C'est pas de la négo, c'est un rêve. voilà. Dans l'IT, pareil. Une boîte a besoin d'une migration cloud hyper critique en moins de 10 jours. Une seule ESN peut garantir ça, avec la sécurité requise. Cette ESN a un avantage écrasant. Elle a la main. Totalement. Le rapport de force détermine directement les stratégies possibles. Si tu es en position de force, tu as plein d'options. Si tu es en faiblesse, le choix est très limité. Très clair. Donc si on devait résumer les points vraiment essentiels, Le rapport de force, c'est cet équilibre de pouvoir, toujours en mouvement, basé sur des leviers concrets. Temps, moyens, statut, information, concurrence. l'analyse doit être objective, basée sur des faits, pas sur l'émotion ou la pression du moment. On peut souvent agir sur ces leviers, tenter de rééquilibrer, voire d'inverser, un rapport de force qui nous est défavorable. Et enfin, 4. C'est ce rapport de force qui détermine si on peut négocier, la fameuse négociabilité, et quelle stratégie on peut raisonnablement envisager. c'est vraiment la base de tout. Le point de départ avant même de penser à une tactique. Merci beaucoup, c'était très éclairant et très concret. La prochaine fois, on ira plus loin en explorant les 3 grandes stratégies de négociation qui découlent souvent de cette analyse. La compétition, la coopération et une troisième, plus subtile, la coopétition. Collaborer avec son adversaire, tout un art. Un sujet passionnant en effet. À très bientôt alors.